Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord partager avec vous quelques références qui concernent le cours d'hier. Il y a eu un peu de discussion à la fin. D'un côté, j'ai mentionné ce Linkbase, ce site, archive d'articles linguistiques créé par Michel Stark de l'Université de Brno. Voilà l'adresse donc de Linkbase. Vous trouvez toutes sortes de publications de linguistique ici, non filtrées, c'est-à-dire il n'y a pas la procédure de sélection, d'évaluation des papiers des journaux, n'est-ce pas? Donc il y a des choses qui sont très bonnes, des choses qui sont un peu moins bonnes. En tout cas, il y a beaucoup que vous pouvez consulter dans ce site. Vous pouvez utiliser cette adresse ou bien simplement demander à Google Linkbase et vous serez mis en connexion. Ensuite, j'ai cité des travaux récents de Chomsky, en particulier le livre qu'il a écrit il y a quelques années avec Robert Berwick, Why Only Us, sur l'évolution du langage, et en particulier les lectures, les conférences que Chomsky a données à UCLA en Californie il y a 2-3 ans, qui sont disponibles justement sur Linkbase. Ces références sont utiles pour plusieurs choses, mais en particulier pour la question que nous avons brièvement évoquée de déterminer si le locus, comme on l'appelait, de la variation peut être entièrement confiné dans l'externalisation. Un point de vue très intéressant que Chomsky essaye de défendre dans ses publications. On a très brièvement vu hier qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Néanmoins, c'est une idée qui mérite d'être explorée à fond. Ensuite, j'ai cité l'article de Pierre Picard sur la construction réflexive, la réfléchie en français en particulier, qui porte sur cette question que j'ai brièvement évoquée de la paramétrisation avec la présence ou absence d'anaphore de longue distance. Donc Picard montre que soit en français, quelque chose que j'ai mentionné hier, fonctionne comme anaphore de longue distance, et c'est un type d'analyse qui est parfaitement compatible avec la conception de la conjecture de Borel-Chomsky que nous avons discuté hier, selon laquelle les éléments de variation sont spécifiés dans le lexique. Évidemment, si le lexique a cet élément, il y aura une anaphore de longue distance, autrement non. Et puis, mon article on the format and locus of parameters, où je présente un peu le cadre que j'ai discuté ici avec vous, en distinguant entre format et locus des paramètres, et en présentant cette typologie des paramètres que nous avons vu hier. C'est entre autres dans un numéro de la revue Linguistic Analysis qui est entièrement consacré aux versions modernes de la théorie des paramètres. Il y a un article de Cinque, il y a un article de Longobardi, il y a un court article de Chomsky. Donc, si vous voulez avoir une sorte de vision générale des conceptions récentes en 2017, donc récentes mais pas trop récentes, vous avez ici un bon échantillon d'articles. Et puis il y a l'article de Guglielmo Cinque que j'ai mentionné, Deriving Greenberg's Universal 20 and its Exceptions, dont il sera question aujourd'hui, je pense, parmi beaucoup d'autres choses. Et c'est l'article en particulier où Cinque a inauguré l'étude de ces différents aspects de la variation. Il y a des choses qui sont très fréquentes, des choses qui sont rares, des choses qui sont très rares, des choses qui ne sont pas testées du tout. Et si nous sommes ambitieux, nous devons essayer de rendre compte de ces différents aspects. Mais là, on en parlera plus tard, je pense. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais parler des projets cartographiques. Qu'est-ce que c'est que la cartographie? C'est une ligne de recherche qui s'est développée dans les derniers 25 ans environ,
qui prend au sérieux la complexité des structures syntaxiques. La complexité n'est pas seulement liée à la variation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects qui peuvent se manifester, différents qui peuvent se manifester à travers les langues, mais aussi la structure interne des représentations syntaxiques est complexe, au point qu'il est désirable de consacrer une ligne de recherche à part entière à ces aspects. Donc on essaye de cartographier les structures et l'idée c'est de créer un outil qui puisse être utilisé pour l'exploration de structures, un peu comme les cartes géographiques sont évidemment utiles pour représenter ce qui est découvert dans les explorations géographiques, et aussi pour faire des pas ultérieurs, n'est-ce pas, pour des nouvelles découvertes. Donc, nous essayons de dessiner des cartes aussi précises, détaillées que possible, et ces cartes structurales mettent en évidence des propriétés constantes et des propriétés variables. Donc on retrouve ici, sous une perspective particulière, la question de l'invariance de la variation, en regardant les structures. Donc voilà le lien avec le thème principal du cours de cette année. On a besoin, là aussi, de principes et paramètres. Je vais discuter de quelques exemples. Alors, illustrons brièvement les études cartographiques. On peut penser comme première approximation à la structure d'une phrase comme étant constituée de plusieurs zones, l'une superposée à l'autre. C'est un peu la vision que Chomsky avait présentée dans sa monographie de 86, Barriers, sur laquelle je vais brièvement revenir. Donc chaque couche de cette représentation structurale peut être conçue comme une expression du schéma X-bar. Ici, plutôt que le schéma X-bar, c'est une représentation plus austère, ce qu'on appelle la représentation syntaxique nue qui a été introduite par le minimalisme. Mais en tout cas, il y a au moins ces trois zones qui correspondent à une phrase réelle. Par exemple, la phrase française « Est-ce que Jean rencontrait Marie ?» Dans la zone la plus basse, une zone verbale, le syntaxe verbal si vous voulez, la propriété interprétative qui est exprimée est la sémantique argumentale. Qui fait quoi à qui, les rôles thématiques qui sont assignés. Puis dans la zone intermédiaire ou zone flexionnelle, ce qu'on exprime est entre autres les propriétés temporelles et aspectuelles, c'est-à-dire comment l'événement décrit par la partie la plus basse est situé dans le temps, sur l'axe temporel. Et il y a d'autres propriétés qui sont exprimées dans cette couche structurale, par exemple les propriétés du système de cas, accords, sont exprimées ici. Et puis dans la couche la plus haute, la couche du complémentaire, ce qu'on exprime, c'est le type de la structure, la force illocutive, si c'est une question principale. Donc ici, par exemple, c'est une question. Et donc le fait qu'il s'agit d'une question est exprimé par un petit marqueur, comme « est-ce » en français, qui désigne les questions oui-non. Donc nous avons cette division du travail entre ces trois zones de la phrase. Or, on s'est rendu compte assez rapidement, déjà à la fin des années 80, que ce type de représentation n'était pas assez riche. On avait besoin de plus de positions. Ici, le travail de Jean-Yves Pollock, que j'ai déjà cité, a été très important. Ce que Pollock a montré est que si on considère simplement la position du verbe par rapport à d'autres éléments de la phrase, comme des éléments adverbiaux, un adverbe comme complètement, l'adverbe de négation, etc., il est clair qu'on a besoin de plus de positions, parce que le verbe lexical peut se trouver dans une position très basse, à côté de l'objet direct. Donc, ne pas complètement comprendre ses idées, ça serait une honte, quelque chose comme ça. Mais le verbe peut aussi se trouver dans des positions plus hautes, donc être séparé par un adverbe de l'objet direct,
ne pas comprendre complètement ces idées, possible aussi. Puis dans les phrases tensées à verbe conjugué, il monte encore plus haut, il monte à une position qui précède la négation, il ne comprend pas complètement ces idées. Et donc on voit qu'on a besoin de plusieurs positions, plus de positions qui ne sont disponibles dans un schéma de ce type. Alors l'idée de Pollock a été très simple, l'idée de scinder le nœud flexion dans des composantes plus fines. Par exemple, une composante d'accord avec le sujet et une composante de temps, ce qui a donné une configuration comme celle que vous voyez ici. À vrai dire, donc ici, accord et temps sont scindés, non pas dans l'ordre proposé à l'origine par Pollock, mais dans l'ordre proposé par Adriana Belletti dans un travail analogue qu'elle a fait sur l'italien dans la même période. Donc l'idée ici est simplement qu'on a scindé l'accord et le ton en deux têtes indépendantes, et ce qui se passe est que le verbe, la racine verbale, se déplace, se combine avec les différents affixes, l'affixe de temps et puis l'affixe d'accord, formant ainsi un verbe complexe, comme parleront, et en même temps, ce mouvement, bien sûr, fait changer de position au verbe, qui se déplace progressivement dans l'arbre. Donc, de cette manière, on a d'un côté une analyse syntaxique de la morphologie inflexionnelle, morphologie flexionnelle, et à notre côté, on a des représentations qui ont suffisamment d'espace pour intégrer différents adverbes, comme l'adverbe de négation et d'autres types d'adverbes. Voilà, il y a ici un principe méthodologique qui s'est révélé essentiel pour les études cartographiques, le principe selon lequel un trait d'un certain type, un trait ayant une valeur catégorielle, définit une tête. Donc on ne peut pas avoir dans le lexique des conglomérats complexes. On ne peut pas avoir des flexions qui contiennent plusieurs spécifications comme accord, temps, aspect, voix, etc. etc. On n'a qu'une grande simplicité locale, donc une propriété, un trait définit une tête, donc les structures locales sont simplement un trait qui définit une tête et qui se combine avec un spécificateur et un complément. Et c'est tout ce qu'on a. On peut former des conglomérats complexes. Par exemple, on peut avoir un verbe fléchi, évidemment, avec différentes spécifications. Mais ceci est possible par le biais de la syntaxe. C'est-à-dire, le mouvement syntaxique porte le verbe à s'associer à différents affixes, ce qui peut donner lieu à une structure complexe, comme un verbe fléchi pour temps, accord, etc. etc. Donc, au niveau local, on cible des structures très très simples, et donc il y a un prix à payer pour cela, n'est-ce pas? Comme il y a plusieurs choses à exprimer, si on insiste sur la simplicité locale, il faut une plus grande complexité globale. Donc il faut avoir des représentations où les propriétés sont distribuées et où donc on a des représentations dont la taille est plus grande, tout simplement, pour pouvoir exprimer toutes les différentes propriétés qu'il faut exprimer. Voilà donc la contribution importante de Guglielmo Cinque à ce projet dans son livre de 1999, Adverbs and Functional Heads, qui est une sorte d'approche où on pousse la logique de Pollock aux conséquences extrêmes, et avec la scission du nœud flexionnel en non seulement accord et temps, mais beaucoup d'autres têtes fonctionnelles qui expriment le temps, mais aussi le mode, la modalité, l'aspect, la voix, ce qui donne une représentation très riche que Cinque montre avec beaucoup de documentation qu'elle est universelle fondamentalement, c'est-à-dire que cet ordre d'éléments, on le retrouve dans différentes langues, quelle que soit la morphologie que la langue utilise, quelles que soient les manières que la langue utilise pour exprimer certaines propriétés temporelles et ou aspectuelles.
Mon propre travaux a essayé de plus ou moins en même temps de faire la même chose pour le système du complémentaire. Donc le complémentaire n'est pas la simple projection d'une tête unique, mais il y a une structure très articulée, délimitée par des spécifications de force déclaratives, etc., et finitude, une spécification qui s'accorde en finitude avec le contenu de la phrase proprement dite qui se trouve ici. Et cette zone ainsi délimitée contient plusieurs positions de topics, de focus en particulier, sur lesquels je vais maintenant dire quelque chose. Ça, c'était pour l'essentiel la proposition que j'avais faite vers la fin des années 90. Je vais montrer qu'il faut modifier certaines choses dans cette représentation, mais l'idée de base reste la même. Donc, quels sont les buts des études cartographiques? Il y a plusieurs choses qu'on essaye de faire. D'abord, il y a un vaste programme descriptif. Il faut décrire les langues. Vous vous souvenez, on a dit au début du cours que seulement une toute petite fraction des langues du monde ont été décrites de manière appropriée. Donc, ici, on cible la description des langues du point de vue des structures, essentiellement. C'est une manière d'aborder ce vaste programme, ce vaste domaine descriptif qui est complètement ouvert. Donc, il faut absolument procéder dans la description des langues. Puis, il y a, bien sûr, l'interaction entre niveau descriptif et niveau explicatif. C'est-à-dire, par le travail descriptif, on arrive à identifier certaines généralisations, on va en voir certaines, et il faut essayer de ramener ces généralisations à des raisons de principe, là où les généralisations sont effectivement s'appliquent effectivement à travers les langues, sont universelles. Et donc, il y a immédiatement un travail théorique qu'il faut faire pour ramener déductivement ce qu'on observe. En même temps, le travail descriptif a l'effet de consolider la base empirique des études théoriques. Donc, il y a ce jeu constant entre description et explication auxquelles les études cartographiques essayent de contribuer. Puis, il y a des buts plus spécifiques. Par exemple, point 3, contribuer au programme de syntacticisation ou syntactisation de la morphologie. C'est un programme classique, c'est un programme initié en effet par Chomsky, Syntactic Structures, dans le tout premier livre de grammaire générative, quand il a analysé la morphologie de temps à corps en anglais en termes de règles de mouvement. Et c'est un programme qui a été poursuivi très activement. L'idée fondamentale étant qu'il n'y a pas vraiment de composante morphologique indépendante de la syntaxe. La syntaxe offre les ingrédients fondamentaux pour traiter la morphologie. Il y a une opération fondamentale qui est merge, qui est l'assemblage, et cette opération permet de traiter les propriétés morphologiques sans besoin de postuler une composante spéciale. Mark Baker a beaucoup travaillé là-dessus. La nanosyntaxe de Michael Stark a travaillé dans cette direction. L'approche récente de Richard Kane et Chris Collins, appelée très explicitement Morphology of Syntax, donc c'est-à-dire que c'est la même chose, tous ces différents points de vue, qui ne sont pas si différents que ça, vont dans la même direction. Donc, point 4, il s'agit d'intégrer certaines positions qui avaient été un peu mises de côté dans des approches plus classiques de grammaire générative, essayer d'intégrer ces positions
un peu dans le mainstream, dans la discussion théorique fondamentale sur la structure des phrases et des syntagmes. En particulier les positions adverbiales, on a vu chez Pollock, chez Cinque, chez Belletti, etc. Et analoguement les positions adjectivales dans la structure nominale. Et là aussi, je pense qu'on va parler de cela plus tard dans le séminaire. À côté de cela, point 5, il s'agit d'intégrer dans la structure de la phrase certaines articulations liées à l'organisation du discours. Donc certaines articulations comme topic commentaire, hein, focus présupposition et d'autres. Donc essayer d'établir un lien entre la syntaxe formelle, et la théorie du discours, l'organisation de la structure informationnelle et d'autres aspects de la théorie du discours. Donc, on va aussi parler de ces aspects. Et puis, sixième point, qui est en effet simplement un résumé de plusieurs choses, il s'agit d'offrir un outil de type nouveau pour les études d'acquisition du langage. Il y a toute la tradition des growing trees, de la croissance des arbres, qui traite l'acquisition de la syntaxe comme un processus de croissance de zones successives de l'arbre syntaxique, dont j'ai parlé un peu dans mon cours sur l'acquisition de l'année passée, également pour l'acquisition de la langue seconde. Pour l'étude des pathologies, par exemple dans le travail de Naama Friedman, qui utilise la structure cartographique pour caractériser certaines pathologies du langage, ainsi que pour des applications didactiques. Il y a beaucoup de travail intéressant qui est fait au Brésil sur l'utilisation des structures cartographiques pour la création d'outils didactiques, pour l'apprentissage des langues étrangères, par exemple, à l'université de Campinas, à l'université de Florianopolis, et aussi des applications informatiques. Le travail de Cristiano Chesi, par exemple, à l'université de Pavie et de Sienne aussi, porte sur cet aspect. Voilà la couverture empirique des études cartographiques. On a commencé en parlant, en analysant, surtout pour la structure du complémentaire. L'approche de Cinque a été comparative dès le début, mais pour la structure du complémentaire, on a commencé à travailler sur le système du complémentaire de langue romane et germanique, mais très rapidement, on a vu qu'on pouvait étendre ce type d'approche à d'autres types de langues, donc langue indo-européenne, de ouest à est, donc langue celtique, et puis jusqu'au persan. Et puis, en dehors de la famille indo-européenne, il y a beaucoup de travail sur des langues comme les langues finno-ougriennes, le basque aussi, langue turcique, de travail récent sur le tatar, langue sémitique, etc. Et un rôle très important a été acquis par l'étude de langues africaines. Plusieurs langues africaines montrent de manière très très directe certaines propriétés qui sont extrêmement utiles pour l'analyse cartographique. On va en parler un peu maintenant. Et ici, je dois citer le travail fondateur d'Enoch Abo sur les langues Gbé, en particulier sa propre langue, le Gungbe, et d'autres langues Kwa, mais aussi sur les langues Bantou, etc. Donc il y a ce domaine de série de travaux sur les langues africaines qui ont été extrêmement importantes. Il y a beaucoup de travail sur beaucoup d'intérêt pour les études cartographiques en Chine, Chine continentale, Taïwan, Hong Kong, mais aussi à Paris, avec les sinologues de Paris qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, sur le japonais, sur le coréen, etc. Travail sur les langues natives d'Amérique et d'Australie, pas autant qu'on voudrait. Un des rêves, c'est d'étendre vraiment les études cartographiques au grand patrimoine de langues australiennes qui, comme on a vu, ont des caractéristiques assez complexes, intéressantes et spéciales.
On a parlé de langue austronésienne, bien sûr, de langue créole, comme dans le travail de Stéphanie Durleman sur le créole jamaïcain, et puis aussi langue des signes. Les langues des signes ont leur propre carte, évidemment, qui a été étudiée. Beaucoup de travaux en dialectologie romane et germanique. Vous avez entendu le séminaire de Cecilia Poletto la semaine passée sur ces thèmes, et puis aussi linguistique historique, langue classique, qui se prête à cette sorte d'analyse. Donc il y a une couverture assez large. Parlons maintenant un tout petit peu du système du complémentaire, en commençant de le début, c'est-à-dire de l'introduction du terme complémentaire, qui est due à John Bresnan. À un moment donné, Bresnan écrit un papier sur l'idée que les phrases, dans cette terminologie, symbologie S, peuvent être introduites par une position de complémentaire qui a l'effet de transformer une phrase en complément possible d'un verbe. Donc elle a introduit cette structure et elle a observé qu'en faisant l'hypothèse de cette structure, on pouvait traiter, par exemple, le fait qu'il peut y avoir, dans certaines langues, un seul élément en position initiale. Par exemple, dans une phrase de subordonnée comme une relative, on a des structures comme the man who you saw, the man that you saw, mais on n'a pas la combinaison the man who that you saw. Et Bresnan donc disait, comme il y a une position, on peut la remplir une seule fois, fondamentalement. Donc on a un effet ici qui est lié à l'unicité de cette position. Mais comme on sait très bien, vous vous souvenez peut-être de la discussion de la semaine passée avec Poletto, dès qu'on abandonne les langues standards, l'anglais standard, le français standard, etc., on trouve une variété de formes dialectales où on peut précisément dire des choses comme who that. Donc les choses sont certainement plus compliquées de ce point de vue. Dans les toutes premières pages de ce livre que j'ai cité de Chomsky, Barriers, Chomsky fait une hypothèse qui se révélait avoir une très grande influence, c'est-à-dire l'idée que le schéma X-bar que vous avez ici, où une tête se combine avec un complément, et puis tête et complément se combinent avec un spécificateur, ce genre de configuration s'étend non seulement aux catégories lexicales, comme les noms, les verbes, etc., mais aussi aux catégories fonctionnelles. Donc, par exemple, le complémentaire donne lieu à une représentation comparable avec la création de tout un syntagme, complementizer phrase en anglais, qui a cette forme, avec un spécificateur qui fonctionne comme position d'arrivée pour certains types de mouvements vers la structure du complémentaire, tandis que la tête est représentée par des éléments comme que, par exemple, that en anglais, et ainsi de suite. Il y a un argument assez direct, assez immédiat en faveur de cette modification de l'hypothèse de Bresnan, parce qu'il y a beaucoup de constructions où il faut utiliser deux positions distinctes dans la position initiale. L'une comme cible du mouvement, par exemple dans la formation d'une question, comme « What could he say ?», où un élément WH se déplace en première position, et puis avec un mouvement du verbe fléchi, ou ici le modal ou auxiliaire, à la deuxième position. Ici, c'est un cas particulier, un cas résiduel du phénomène qu'on appelle en général verb second, ou verbe en deuxième position, qui est un phénomène tout à fait général dans les langues germaniques, mais en anglais, comme on l'a vu, il est réduit, il est limité en anglais contemporain à certaines constructions résiduelles, comme par exemple les questions. Mais ce qui est clair dans ce type de représentation est qu'on a besoin de deux positions d'arrivée pour ces deux mouvements. Donc on a besoin d'une théorie du complémentaire un peu plus complexe, avec au moins deux positions. Mais les choses ne s'arrêtent pas ici. Bon, il y a cet argument intéressant de Dreyer, Matthew Dreyer, qui m'a été signalé par Guglielmo Cinque, qui donne un argument typologique très simple en faveur de la distinction
entre tête du complémentaire et spécificateur du complémentaire, c'est-à-dire l'existence de langues où la tête est finale, donc l'élément qui correspond à que vient après la phrase, tandis que la cible du mouvement est en position initiale. Donc il y a une dissociation totale de ces deux positions. Un exemple est dans cette langue khoisan, khoi, où vous avez l'équivalent de que qui se trouve à la fin de la phrase, mais le mouvement de l'élément interrogatif, par exemple pour dire qu'est-ce qu'il a mangé, ou quoi il a mangé, quelque chose comme ça, est en position initiale. Donc là, il y a une dissociation de ce type qui montre qu'on a besoin de, au moins, la structure qui est représentée ici dans le système du complémentaire. Puis on peut continuer. Il y a des bonnes raisons pour penser que plusieurs choses qui ont été analysées classiquement comme des complémentaires occupent en effet des positions différentes dans l'espace, à la périphérie initiale, ce qu'on appelle parfois la périphérie gauche de la phrase. Par exemple, prenez l'italien, vous avez des éléments comme che, credo che partirò, correspond en français que. Ho deciso di partire, le complémentaire infinitif qui correspond à une forme prépositionnelle, en effet. Puis, pour les questions indirectes, un complémentaire comme se, correspondant en français si, non so se partirò. Dans les analyses classiques, il s'agit toujours de complémentaires, donc ils sont toujours dans ce type de position. Mais il y a des arguments positionnels qui montrent que clairement il faut distinguer entre les positions de ces différents éléments dans un espace plus vaste. Par exemple, un argument qui est très utilisé dans les études cartographiques, un argument par transitivité. Typiquement, si un élément A précède un élément B, et un élément B précède un élément C, alors on peut conclure que l'élément A précède l'élément C, même si A et C n'apparaissent jamais ensemble. Donc on argumente par transitivité de cette manière. Alors quelque chose qui est utile comme terme de comparaison pour ces contraintes d'ordre est la position topicale dont je parlerai après, mais pour le moment, considérons simplement la construction qui existe aussi en français. Le livre, Gianni le lira demain, ou il libro, Gianni lo leggerà domani, cette position topicale qui nous permet de construire un argument par transitivité du type suivant. En italien, si vous avez l'élément que, qui introduit une structure subordonnée, che précède nécessairement le topique. Donc vous avez cet ordre. Credo che il tuo libro lo leggerò domani. C'est l'ordre naturel. Si vous prenez l'équivalent infinitif di suit nécessairement le topique. Donc l'ordre est ho deciso il tuo libro di leggerlo domani, avec l'ordre topique di. Donc che et di ne peuvent pas remplir la même position, étant donné cet ordre différent par rapport au topique. Quant à l'élément C, correspondant en français si, on voit qu'il occupe encore une position différente, parce qu'il peut être et précédé et suivi par un topique, donc non so il tuo libro se glielo leggerò domani, possible, mais aussi non so se il tuo libro glielo leggerò domani. Et dans certaines structures, que je n'ai pas indiquées ici, C peut être et précédé et suivi d'un topique. Donc, il peut être entouré par des topiques. Ce qui donne une carte partielle de la périphérie gauche avec che dans la position la plus haute, di dans la position la plus basse, et puis un espace intermédiaire qui peut spécifier des topiques, qui spécifie cette position spéciale pour l'élément si. Donc ça, c'est un début de carte de la périphérie gauche. On appelle force la position la plus haute, finitude la position la plus basse, comme elle exprime le caractère non fini, par exemple, de certaines structures infinitivales. Et c'est simplement des termes qu'on utilise. Ce qui est important est qu'on a besoin de au moins ces positions.
il y a des arguments qui suggèrent immédiatement que, effectivement, il est correct de distinguer la position de che et la position de se. En italien, on ne voit jamais les deux éléments se manifester en même temps dans la structure, mais en espagnol, par exemple, dans la construction qu'on appelle de questions rapportées, on les voit. On voit cette configuration avec cet ordre. Donc, supposez que quelqu'un pose la question « Est-ce que tes amis t'ont déjà visité à Grenade ?» On peut rapporter cette question en disant « Me preguntaron que si tus amigos, etc. etc. » Vous voyez ces deux éléments se présenter en même temps dans cet ordre. Donc, l'ordre entre ces deux éléments, qui est justifié en italien par un argument de transitivité, ici est visiblement exprimé par la concurrence des deux éléments dans cet ordre, qui peuvent aussi être séparés par un topique dans des exemples comme deux. Mamoru Saito a beaucoup travaillé sur ces constructions en japonais, et en japonais, il trouve quelque chose de tout à fait comparable à ce qu'on a observé sur les langues romanes, sauf qu'évidemment, le japonais étant une langue à tête finale, on trouve cette séquence de particules, non pas en position initiale comme en italien ou en espagnol, mais en position finale, où vous avez cet ordre fixe de trois particules, no, ka, to. To, bien sûr, correspond en japonais à que de l'italien, que du français, expression de force déclarative ou du fait que la structure est rapportée. K est l'élément interrogatif. No est analysé plausiblement par Saito comme un marqueur de finitude. Et donc, vous retrouvez l'image miroir de l'ordre que vous avez dans les langues romanes, qui s'est dit dans des langues comme le japonais. Bien sûr, la chose est plus évidente, disons, le parallèle est plus évident si on prend la structure hiérarchique. On a ces éléments qui ne sont jamais en concurrence en italien, mais dont on arrive à indiquer l'ordre sur la base d'un argument de transitivité, qui se manifestent en même temps en japonais dans les configurations étudiées par Saito. Vous voyez que dans les deux représentations, l'ordre hiérarchique est le même. La spécification de force est la plus haute, la spécification interrogative intermédiaire et la spécification de finitude est la plus basse, mais l'ordre linéaire est l'image miroir à cause de la fixation différente du paramètre d'ordre tête-complément dans les deux types de langues. Évidemment, ici, on se laisse les mains libres sur l'analyse exacte de cet ordre, qui pourrait être analysé, comme on l'a suggéré hier, comme étant le résultat d'un paramètre sur merge. Si merge codifie l'ordre aussi, l'assemblage pourrait codifier l'ordre comme dans les analyses classiques, ou bien ça pourrait être un résultat du mouvement, comme dans l'approche de Richard Kane, ou bien ça pourrait être le résultat d'un processus de linéarisation si on adopte l'approche de Chomsky, selon laquelle la syntaxe centrale n'engendre que des représentations hiérarchiques, non linéarisées. À un moment donné, on arrive à la linéarisation, et donc l'algorithme de linéarisation donne ce type de résultat. Nous laissons ouverts ces différentes possibilités, mais le fait reste que nous avons le même ordre hiérarchique en italien et en japonais, selon l'analyse de Saito, comme on s'attend, étant donné le type d'analyse qu'on a adopté pour ce genre de construction. Voilà, donc sur la base de considération de ce type, on arrive à une carte partielle de la périphérie gauche, comme celle qui est indiquée ici, qui est une révision de la carte qu'on avait à l'origine dans les années 90. Et ceci est lié en partie au travail avec Giuliano Bocci. Donc nous avons toujours un espace dans la partie initiale de la structure
qui est délimitée par une tête de force et une tête de finitude, et cette structure contient d'autres spécifications, en particulier une spécification pour les marqueurs d'interrogation, et puis des positions pour le topic, pour le focus, sur lequel je vais me concentrer maintenant. Il y a aussi une position pour l'antéposition d'adverbes, pour des structures comme maintenant je ferai ceci, maintenant est antéposé à partir de l'intérieur de la structure, mais ce n'est pas vraiment une position de topic ni de focus. Donc c'est un troisième type de position, et il y a beaucoup de raisons pour faire ce type d'hypothèse. Voilà. Disons deux mots sur l'approche critériale aux articulations topic, commentaire et focus, présupposition. Donc, selon ce type de point de vue, la périphérie gauche est peuplée d'un système de têtes fonctionnelles comme topic, focus et d'autres, qui sont liés à l'expression de certaines articulations comme topic, commentaire, focus, présupposition, etc. Et ces têtes critériales ont une double fonction. En syntaxe, ils activent le processus syntaxique par excellence, le mouvement, donc ils font bouger un élément en position initiale. Et puis, ils ont un rôle aux interfaces, n'est-ce pas, nous avons cette boîte syntaxique en verre qui prend les éléments du lexique et, par l'application de merge, crée des structures, et ce système crée deux représentations d'interface avec la forme phonétique et avec la forme logique, respectivement, qui sont interprétées respectivement par les systèmes d'articulation, de perception, et avec les systèmes internes à l'esprit, les systèmes de pensée, pour ainsi dire, représentent la forme et le sens d'une certaine manière. Et donc, au niveau d'interface, les têtes critériales ont la fonction de guider les processus interprétatifs à l'interface. Au niveau de la forme phonétique pour l'assignation d'une intonation appropriée, par exemple, au niveau de la forme logique, dans la détermination de conditions pour l'usage approprié de ces constructions dans le discours. Évidemment, quand je parle de forme phonétique, je ne veux pas du tout exclure la langue des signes. Là, tout simplement, le médium utilisé est différent, donc il s'agira d'une articulation gestuelle et non pas une série de sons produits. Voilà, donc approche critériale, prenons les deux constructions dont j'ai parlé, et avec une illustration en italien, la construction topic-commentaire, par exemple, dans cette phrase, il libro di Chomsky, lo leggerò la settimana prossima. En français, on a l'équivalent exact. Le livre de Chomsky, je le lirai la semaine prochaine. Je prends un référent en quelque sorte saillant dans le discours et je fais un commentaire en forme d'une phrase sur ce référent. Ou bien la structure focus, présupposition, il libro di Chomsky dovresti leggere, non quello di Gianni. S'il n'y a pas un équivalent exact en français, cette structure n'est pas très naturelle en français, mais l'équivalent pour l'expression d'un focus et d'une présupposition pourrait être, par exemple, la construction clivée. C'est le livre de Chomsky que tu devrais lire, pas celui de Gianni. J'utilise l'italien ici pour l'illustration parce que la différence entre structure topicale et structure focale est plus minimale. On a exactement la même séquence d'éléments avec de petites différences syntaxiques et des claires différences intonationnelles, tandis qu'en français, comme on a vu, on utilise une construction un peu plus complexe. Voilà, selon l'approche critériale, les représentations de ces deux phrases, A et B, sont quelque chose comme 2A et 2B. Donc il y a des têtes de topic, de focus, qui ont cette double fonction. D'un côté, attirer l'élément à être interprété comme topic ou comme focus en position initiale, en position spécificateur, et puis à diriger, déterminer l'interprétation de ces configurations aux interfaces. C'est donc une vision très structurelle, fondamentalement,
de ces constructions. Et cette conception structurelle est fortement soutenue. Donc, il y a un argument intéressant en faveur d'une telle conception en regardant les nombreuses langues. J'ai mentionné plusieurs langues africaines, mais il y a d'autres langues qui ont cette caractéristique aussi, où on marque les topiques, les focus, par des marqueurs explicites. Ici, ces exemples sont tirés du travail de Enoch Abo sur le Gungbe. Ce que vous avez est qu'il y a un marqueur ya qui désigne le topique. Donc on a quelque chose comme « je pense que », donc marqueur de force déclarative, et puis la périphérie gauche ici, ce livre, marqueur de topique, tu dois le lire demain, quelque chose comme ça. Ou bien, il y a un marqueur différent pour le focus, un B, je pense que ce livre, marqueur de focus, tu dois lire, non pas le livre de Suru. Donc vous voyez qu'il y a, comme dans la construction italienne, comme dans la clivée française, une partie présupposée, c'est-à-dire le locuteur est d'accord avec son interlocuteur qu'il faut lire quelque chose, mais il y a un désaccord sur ce qu'il faut lire. Ça, c'est l'élément en position focale qui est désigné par ce marqueur ouais. Et puis, Abo montre que les deux éléments, le topique et le focus, peuvent se manifester en même temps dans la périphérie gauche de la phrase, dans des exemples comme 1C, dans un ordre fixe, dans l'ordre topique plus haut, focus plus bas. Et puis, vous avez le reste de la structure. Donc, étant donné l'existence de plusieurs langues qui marquent de manière explicite topique et focus, il est raisonnable de généraliser, de dire peut-être toutes les langues fonctionnent structurellement de cette manière. Il y a des positions syntaxiques dédiées pour le topique et pour le focus, mais supposons l'italien ou le français diffèrent du gungbe simplement dans un paramètre d'ordre très bas, un paramètre de réalisation phonétique. Ces marqueurs sont réalisés, prononcés dans certaines langues, ne sont pas prononcés dans d'autres langues. Mais les configurations sont fondamentalement les mêmes. Dans ce type d'argument, on utilise un principe d'uniformité qui a été énoncé explicitement par Chomsky dans son article Derivation by Phase au début des années 2000, mais en effet, c'est vraiment l'un des principes basiques de la syntaxe comparative, de la grammaire générative comparative. Le principe d'uniformité qui dit que « in the absence of compelling evidence to the contrary, assume languages to be uniform with variety restricted to easily detectable properties of utterances ». En d'autres termes, si on compare les langues, il faut partir d'une hypothèse d'uniformité. Il faut partir de l'hypothèse qu'elles ont la même structure. Ce n'est pas vrai, évidemment, les langues diffèrent, mais il faut partir de l'hypothèse d'uniformité et l'affaiblir ensuite. Dès qu'on trouve des différences, on affaiblit l'hypothèse d'uniformité, on admet des différences entre les langues. Si on fait le procédé contraire, hein, donc si on part de l'hypothèse de différence, chaque langue est différente à ses propres principes d'organisation, on ne pourra jamais utiliser ce qu'on découvre sur une langue pour faire des hypothèses sur une autre langue. Et on n'arriverait jamais à converger sur des propriétés universelles. C'est une question méthodologique, fondamentalement, mais c'est une question extraordinairement importante. Ce n'est pas du tout un point qui ne soit pas controversé. Il y a beaucoup de discussions sur cette manière de procéder. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Je crois que si on part dans les études comparatives d'une hypothèse de diversité illimitée, on arrive tout simplement nulle part. En tout cas, on a utilisé ce principe d'uniformité pour dire peut-être on peut penser que les langues africaines forment un bon modèle pour d'autres langues. Et évidemment, il s'agit toujours d'une hypothèse. Il faut tester exactement les propriétés, voir si
l'hypothèse d'uniformité est correcte. Chaque fois que l'hypothèse d'uniformité n'est pas correcte, ce qui arrive évidemment parce que les langues sont différentes, il faut affaiblir l'hypothèse d'uniformité et admettre des différences. Mais donc il y a une sorte de principe d'économie dans l'introduction des paramètres. On ne veut pas tout paramétriser, on veut essayer de maximiser ce qui est commun entre les langues. Voilà, j'ai déjà parlé des deux configurations de topic commentaire et de focus présupposition. On a parlé en relation de cette théorie de l'expression des articulations topic commentaire et focus présupposition, de syntacticisation de la sémantique pragmatique des certaines constructions de portée et discours. Alors, syntacticisation ne veut pas dire qu'on peut éliminer la composante sémantique pragmatique, bien sûr. Là, il y a un élément interprétatif inéliminable, mais ça veut dire simplement que dans ce type d'approche, les interfaces syntaxiques sont user-friendly, disons, sont interface-friendly, sont, très immédiatement utilisables par les systèmes d'interface. Il y a des structures syntaxiques très simples, toujours des têtes qui se combinent avec des compléments et de spécificateurs qui sont immédiatement interprétés par les systèmes d'interface. Donc, par exemple, la tête de topic va avec l'instruction pour l'interface en forme logique, interprète mon spécificateur, donc interprète cette position comme le topic, et interprète mon complément, c'est-à-dire cette configuration, comme un commentaire. Quelle est l'interprétation des topics? Un référent est choisi qui est connecté au contexte discursif. Et il y a cette propriété qui est appelée en anglais discourse linking. Il doit y avoir une connexion avec le contexte pour pouvoir utiliser de manière légitime un topic. En effet, si on pense à une situation sans contexte préalable, une situation de type « qu'est-ce qui s'est passé ?» Vous savez qu'il y a un événement qui s'est produit, vous avez entendu un bruit, mais vous n'avez aucune idée du type d'événement, des référents qui sont en jeu. Dans ce type de situation, dans la situation « qu'est-ce qui s'est passé ?», on ne peut pas utiliser un topic. On peut, par exemple, en italien, utiliser une phrase transitive sujet, verbe, objet. Un camion ha tamponato un autobus. Un camion a percuté un autobus. Mais on ne peut pas utiliser une structure topicale parce qu'il n'y a rien qui pourrait satisfaire la condition du topic d'être saillant et connecté au discours. Donc on ne pourrait pas dire, par exemple, un autobus, un camion lo ha tamponato. Ça serait totalement impossible. Il faut, pour utiliser légitimement un topic, qu'il soit en quelque sorte saillant dans le discours. Par exemple, on peut créer des paires questions-réponses où le référent, qui sera ensuite repris comme topic, est introduit par la question. Par exemple, toujours en italien, che cosa è successo all'autobus per Roma, et à quello per Milano. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au bus pour Rome et celui pour Milan? Donc, on introduit le bus pour Rome. On peut répondre ici, l'autobus per Roma lo ha tamponato un camion. Donc, le bus pour Rome, un camion l'a percuté, quelque chose comme ça. Donc, ici, le topic est légitime parce qu'il a été introduit dans la structure immédiatement précédente dans le discours. Donc, si les têtes critériales guident l'interprétation au niveau de la forme logique, ils guident aussi l'interprétation et l'assignation d'un contour intonatif au niveau de la forme phonétique. Ici, il y a le travail expérimental de Giuliano Bocci, et ici, c'est un exemple que je reprends d'un article de Bocci, Bianchi et Kruskina, qui ont étudié expérimentalement le contour intonationnel des structures topicales et des structures focales en italien. Alors, vous voyez ce qui se passe dans une structure topicale
où on introduit un certain référent. Par exemple, les îles Maldives, un A, secondo me, non avranno mai il coraggio di partire da soli per le Maldives. Donc, ils ne pourront pas partir pour les Maldives. On introduit ce référent. Je peux ici reprendre ce référent comme topique et faire un commentaire. Donc, dans l'exemple 1b, alle Maldive ci sono andati in viaggio di nozze. Donc, aux Maldives, ils sont allés en voyage de noces. J'ai créé une structure topique commentaire, et voilà la structure intonationnelle qui est associée à cette configuration. Le topique a une certaine prééminence, et ensuite le commentaire a une structure à colline et vallée, donc ci sono andati in viaggio di nozze, ce type de configuration. Les langues varient considérablement dans l'assignation des structures intonationnelles, et on peut déterminer expérimentalement quel est le contenu standard, disons, quelle est la forme standard de la structure intonationnelle. Toujours à propos de la syntacticisation de la sémantique pragmatique, on peut faire le même type d'opération pour la tête focale. Là, le spécificateur de la tête focale sera interprété comme focus, par exemple focus correctif dans les exemples que j'utilise ici, c'est-à-dire un locuteur dit quelque chose, son interlocuteur partage l'opinion du premier locuteur, mais il est en désaccord sur un certain aspect, et c'est cet aspect en désaccord qui est focalisé. Donc, par exemple, ici, le contexte, c'est quelque chose comme le suivant. Quelqu'un dit, le locuteur A, dovrei leggere il libro di Gianni. Le locuteur B le corrige, dit non, il libro di Chomsky dovresti leggere, non quello di Gianni. Donc non, c'est le livre de Chomsky que tu devrais lire, pas celui de Gianni. Donc vous voyez qu'il y a une partie présupposée. On est d'accord, les deux interlocuteurs sont d'accord sur le fait qu'il faut lire quelque chose, mais ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut lire. Et donc cet élément est en position focale et le reste de la structure est présupposé. Donc la tête focale assigne ces deux types de propriétés interprétatives, focus et présupposition. Okay. Et là aussi, on peut étudier expérimentalement la structure intonationnelle, l'intonation qui est assignée à ces configurations. Vous voyez qu'une grande différence est que la présupposition est a un contour complètement plat, aplati. Donc, dans ce discours, si j'ai bien compris, ils sont allés aux îles Vierges. Réponse en italien, ti sbagli, alle Maldive sono andati in viaggio di nozze. Donc, alle Maldive, élément sur lequel la correction porte, a un contour très, très proéminent, et le reste sono andati in viaggio di nozze, complètement aplati. Donc, des contours très différents pour topique et pour focus, avec une grosse différence entre les langues. Par exemple, si on regarde les langues africaines que j'ai citées avant, où c'est la morphologie qui détermine si quelque chose est focus ou topique, il n'y a pas de différence intonative, en tout cas d'après la description de Abo. Voilà, donc concluons rapidement, comme ça on pourra laisser quelques minutes pour la discussion avant d'arriver au séminaire, en parlant de quelques différences fondamentales entre topique et focus, et à la possibilité d'expliquer ces différences en termes du système qu'on a introduit. Alors, je voudrais me concentrer sur deux différences. Une différence, c'est que, tandis que beaucoup de langues admettent des topiques multiples dans la périphérie gauche, donc plusieurs topiques, les langues typiquement admettent une seule position focale dans la périphérie gauche. Okay? Donc, il y a une différence en termes de nombre. Ce n'est pas le cas que toutes les langues admettent des topiques multiples. Par exemple, en anglais, ce n'est pas très bon d'avoir des topiques multiples, mais on peut comprendre ça
pour certaines propriétés de la construction topicale en anglais et également dans d'autres langues. Mais typiquement, il est possible d'avoir plusieurs topiques, tandis que les focus sont typiquement uniques. On peut voir ça très facilement dans les langues qui utilisent la morphologie pour exprimer la distinction entre topique et focus. Par exemple, il y a cette langue, encore une langue kwa, la BG. Je suis ici la description présentée dans la thèse de Clarisse Hager-Mboa. La BG, comme le Gungbe, comme beaucoup d'autres langues, a des marqueurs spécialisés pour les topiques et des marqueurs spécialisés pour le focus, donc Eke et B, respectivement. Alors, le marqueur topique peut se manifester plusieurs fois dans la périphérie gauche. Par exemple, ici, vous pouvez avoir le topique, le sujet qui fonctionne comme topique, l'objet qui fonctionne comme topique. On pourrait avoir éventuellement un troisième élément qui fonctionne comme topique. Ça, c'est possible. Par contre, la position focus est toujours unique. Donc, le marqueur de focus ne peut se manifester qu'une seule fois. Ceci est vrai aussi en Gungbe. Maintenant, si on prend des langues comme l'italien, des langues où il n'y a pas un marqueur de focus réalisé, les choses sont légèrement plus complexes, mais la conclusion est exactement la même. Par exemple, considérez une situation comme celle-ci. On peut avoir plusieurs topiques dans une phrase comme 1, Piero, le Olimpiadi le ha vinte 3 anni fa. En français, Piero, les Jeux Olympiques, il les a gagnés il y a 3 ans. On peut avoir 2 topiques. Ici, on pourrait en avoir 3, on pourrait en avoir 4 dans certaines situations. Donc, il n'y a pas de problème sur la prolifération de topiques. Par contre, sur les focus, imaginez, et j'utilise ici encore l'italien, qu'on dise une phrase comme A. So che quest'anno Piero ha vinto le Olimpiadi. Donc, je sais que cette année, Piero a gagné les Jeux Olympiques. Maintenant, l'interlocuteur pourrait être en désaccord, non pas sur un seul élément, mais sur 2 éléments de cette phrase. Par exemple, peut-être, selon le point de vue de l'interlocuteur, ce n'est pas Piero, mais Gianni qui a gagné une compétition importante cette année. Puis la compétition, ce ne sont pas les Jeux Olympiques, mais le championnat du monde. Okay? On pourrait avoir des accords multiples de cette sorte. Mais on ne peut pas exprimer cette situation de désaccord multiple par des focus, des formes focales multiples. Donc on ne peut pas du tout avoir des formes comme B, ti sbagli, donc tu te trompes, quest'anno Gianni i mondiali ha vinto, non Piero le Olimpiadi, c'est tout à fait impossible dans ce contexte, avec 2 positions focales. La seule chose qu'on peut faire, c'est de séparer la phrase en 2 et avoir 2 phrases dont chacune a une seule position focale, comme l'exemple B', ti sbagli, quest'anno Gianni ha vinto una competizione importante, donc Gianni a gagné une compétition importante, non Piero. Inoltre, de plus, i mondiali ha vinto, non le Olimpiadi. Donc on sépare 2 phrases, chacune avec un seul focus correctif. On peut voir en français essentiellement la même chose. Je donnerai ton livre à Jean demain, ça c'est la ligne de base. On peut avoir 2 topiques sans problème, ton livre à Jean, je lui donnerai demain. Mais on ne peut pas avoir un double focus exprimé par une double clivée, par exemple. Donc c'est à Jean que c'est ton livre que je donnerai demain. Il y a quelque chose d'étrange dans cette construction. Alors, si on regarde plusieurs langues, on trouve que cette unicité du focus, on le retrouve une langue après l'autre. On a vu en italien, on a vu en anglais, même chose. On ne peut pas avoir 2 positions focales distinctes. On le retrouve dans d'autres langues, l'arménien, le hongrois, où la chose a été étudiée en détail. On la trouve en hébreu,
on la trouve en jamaïcain. Ici, c'est déjà plus intéressant, parce qu'en jamaïcain, il y a un marqueur focal, donc c'est un peu comme le cas de la BG. Il ne peut y avoir qu'une seule occurrence du marqueur focal. On trouve l'unicité en Gungbe, pas 2 fois 2 Fausti. On trouve la même chose en Abidji, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement une langue après l'autre. Pourquoi on a affaire à cette situation? Il y a une réponse simple à cette question si on considère les propriétés interprétatives associées aux différents éléments de ces structures. N'est-ce pas? Si le spécificateur de la tête focale est interprété comme focus correctif, supposons ici, et le complément est interprété comme présupposition, si on était dans une situation où il y avait une récursion de tête focale, donc il y avait 2 têtes focales distinctes, on donnerait lieu à une structure avec un conflit interprétatif en forme logique. Pourquoi? Parce que supposons d'avoir une configuration avec 2 têtes focales, focus 1, focus 2. Tout le complément de la tête focus 1 serait à interpréter comme présupposition, donc ce sur lequel les 2 interlocuteurs sont d'accord, mais le spécificateur de la tête focus 2 serait une position de focus correctif. Donc on aurait une position qui est en même temps focus correctif et partie de la présupposition de la tête focale plus haute. Comme quelque chose ne peut pas être en même temps élément d'accord et élément de désaccord, pour ainsi dire, on peut arriver de cette manière à comprendre pourquoi la position focale est typiquement unique. Par contre, la position topicale n'a pas une exigence aussi forte, tout simplement à cause de la faiblesse de la notion de commentaire. Pratiquement n'importe quelle structure phrasale, avec quelques restrictions qu'on verra dans 12 minutes, peut fonctionner comme commentaire. Et donc rien n'empêche à un commentaire d'avoir à son tour la structure topique commentaire. Donc rien n'empêche la récursion de la tête topicale, ce qui permet des configurations comme a Maria ton livre, ou en italien, supposons a Maria il tuo libro, glielo devi dare, ou en français, a Marie ton livre, tu devras le lui donner. Okay? Rien n'empêche cela parce qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la notion de commentaire et la récursion de la structure topique commentaire. Voilà. Donc la dernière chose dont je voudrais parler est le fait que typiquement, en regardant plusieurs langues, on observe que la position topicale est plus haute que la position focale. Okay? Donc en Gungbe, on a déjà vu l'élément marqué par la particule ya est plus haut que l'élément marqué par la particule focale we. Si on fait l'inversion de l'ordre, on obtient une structure grammaticale. En maori, une langue tout à fait différente, historiquement, typologiquement, une langue austronésienne, mais qui a aussi des marqueurs de topique et de focus, l'ordre est nécessairement topique focus. En hongrois, pas de particules, mais sur la base des arguments qu'on a vus, on arrive à dire que le topique est typiquement plus haut que le focus. Tatar, langue turcique, même chose. Créole jamaïcain, où vous avez un marqueur de focus, un marqueur de topique selon optionnel, selon l'analyse de Durleman. De nouveau, l'ordre est topique focus. Alors, à vrai dire, dans ma description de l'italien des années 90, je n'avais pas exprimé cette contrainte. Parce qu'en italien, il y a des situations, il y a des constructions où on peut avoir une position topicale plus basse qu'une position de focus, et qui sont tout à fait acceptables. Mais si on regarde ces propriétés dans le contexte d'une série de
données comparatives générales, il est clair que l'italien et d'autres langues romanes qui ont cette caractéristique, c'est le cas spécial, c'est le cas qu'il faut traiter de manière, disons, comme un cas exceptionnel. Je ne discuterai pas ces propriétés structurales de l'italien. Maintenant, j'observerai simplement que dans certaines constructions, l'italien aussi manifeste l'ordre topique focus comme seul ordre possible. Par exemple, quand il y a un topique et la position focale est réalisée par un pronom WH, ça c'est le seul ordre possible. Gianni, che cosa ha fatto? C'est la seule possibilité. Voilà, donc comment expliquer cette propriété générale? J'ai dit que la notion de commentaire est très large. N'importe quelle structure clausale peut exprimer un commentaire sur un topique. Néanmoins, il paraît raisonnable de postuler une exigence comme celle indiquée en 1. Le commentaire doit contenir un focus. Le commentaire doit contenir de l'information nouvelle. Quand je fais un commentaire sur quelque chose, s'il n'y avait pas d'information nouvelle, ça serait totalement redondant par rapport à ce qui est déjà information partagée dans le contexte discursif. Donc, du point de vue d'une certaine dynamique des échanges de la structure discursive et des échanges conversationnels, il est raisonnable de penser qu'un commentaire doit contenir un focus. Ceci peut éventuellement être mis en relation avec la fameuse maxime de Grice sur la nature des structures conversationnelles bien formées. C'est un point que je ne développerai pas, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose en commun ici entre cette exigence et l'exigence d'un discours bien formé et non redondant. Donc, vous voyez que si on fait l'hypothèse 1, l'ordre focus topique est automatiquement exclu, parce que si vous avez cet ordre, donc dans une structure comme 2, par exemple, où un focus est plus haut qu'un topique, et que le commentaire du topique doit contenir une position focale, la possibilité d'une deuxième position focale est exclue par ce que nous avons vu avant, qu'il n'y a qu'une position focale disponible per clause, pour chaque clause. Et donc, 2 est exclu de manière générale, tandis qu'une configuration comme 3, où la position topicale est plus haute que la position focale, est tout à fait bien formée, parce que l'exigence du commentaire de cette position topicale est qu'il contienne un focus, mais bien sûr, le focus est là, et donc cette configuration est bien formée, la configuration qu'on trouve typiquement à travers les langues en conséquence du principe 1. En conclusion, je vais terminer sur ce point, 2 propriétés, parmi beaucoup d'autres propriétés, en effet, distinguent topique et focus à travers les langues. Une propriété qu'on a discutée, que les topiques peuvent être multiples, le focus, dans la périphérie gauche en tout cas, est toujours unique. Il y a un seul focus par clause. Et la position du topique est plus haute que la position de focus dans la périphérie gauche de la phrase. Ces 2 propriétés peuvent être déduites de certaines hypothèses très simples sur l'interprétation à l'interface des 2 articulations focus-présupposition et topique-commentaire. Cet exemple est, je pense, représentatif du processus explicatif déclenché par la recherche cartographique. L'effort de cartographier la syntaxe amène à la découverte de certaines généralisations empiriques, par exemple les généralisations qu'on vient de discuter. Ces généralisations suscitent immédiatement un travail théorique visant à ramener l'état de choses observées à l'interaction déductive de principes généraux régissant la forme et l'interprétation des structures.
De cette manière, le travail cartographique fonctionne comme un générateur de questions empiriques, un générateur de puzzles. Et les études théoriques ont besoin de bons puzzles à résoudre. Et ces questions empiriques peuvent nourrir constamment la recherche théorique, peuvent la faire avancer et consolider ces bases empiriques. Alors, je pense que je m'arrêterai sur ce point. On a encore quelques minutes disponibles, donc s'il y a des questions, on peut peut-être faire un petit débat, et puis il y aura une pause et on passera au séminaire de Guglielmo Cinque. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions, quelques commentaires? Oui, il y a